Bonsoir et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler de la Centrafrique et évoquer l'avancée de l'armée. L'armée et ses alliés ont repris la ville stratégique de Kaga-Bandoro. En RDC, les autorités se félicitent que l'armée nationale et ses alliés russes notamment aient pu entrer dans Kanga-Bandoro, ce carrefour commercial stratégique situé à 300 km au nord de Bangui était aux mains de groupes armés depuis 2014. On va en parler plus amplement avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce que Kanga-Bandoro représente pour la Centrafrique? Mais il faut dire que c'est un acquis important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les groupes rebelles ont pris cette ville depuis 2014. Et l'État centrafricain n'a pas été capable de reprendre cette ville. D'ailleurs, dans les négociations de Khartoum, l'État centrafricain avait insisté. Et la seule chose que les groupes rebelles avaient accepté, c'est qu'il y ait un cantonnement de l'armée centrafricaine au niveau de Kanga-Bandoro. Et il y avait juste un cantonnement, les gens étaient dans leur camp. Ils ne maîtrisaient pas du tout la ville jusqu'à ce que cette ville tombe. La deuxième raison, c'est que c'est un carrefour commercial. La Centrafrique, c'est un espace où, en termes de bétail, c'est le marché. Et ici, c'est surtout les rebelles qui perdent. Parce que, étant installés dans la zone, ils avaient pris leur système de taxation de façon parallèle et ils gagnaient de l'argent sur la base d'une taxe qu'ils avaient mise sur le bétail. C'est un carrefour commercial également important. Ce n'est pas le bétail seulement qu'on retrouve dans cette zone. Donc, il faut dire qu'il y a une bonne prise actuellement pour le pouvoir centrafricain qui vient s'ajouter à d'autres prises qui ont été faites avec l'appui des Russes et des Rwandais. Kanga-Bandoro pris sans véritable combat, il faut le dire. C'est la curiosité de cette reconquête des FACA aidés par les Russes et les Rwandais. Ils ont rarement mené des combats. Ils s'annoncent avec des tirs nourris, comme ils l'ont fait ici. Les rebelles ici sont partis par le nord, alors qu'eux, ils sont venus par l'est et par le sud. Donc, il n'y a pas eu véritablement de rencontre, il n'y a pas eu véritablement d'affrontement. Et les gens se posent des questions parce que ce n'est pas la première fois. Sur beaucoup d'autres villes également qui ont été reprises, la reprise s'est faite sans combat. Est-ce que, comme la question que posent les analystes, les rebelles se sont tracés une ligne rouge en disant qu'ils ne vont pas combattre jusqu'à cette ligne rouge, ils vont se replier jusqu'à un endroit déterminé et puis concentrer ses forces sur la ligne qui va peut-être ressembler à la ligne Maginot de la Grande Guerre? On se pose la question parce que véritablement, depuis que l'État centrafricain aidé des Russes et des Rwandais est en train de reprendre un certain nombre de localités, on n'a pas vu la CPC faire preuve d'une véritable résistance par rapport à cette reprise des territoires qu'ils occupaient. Alors, quelle ville les forces armées centrafricaines ont-elles trouvé? Dans quel état se trouve Kanga-Bandoro? Elle était entre les mains des rebelles depuis fort longtemps. Donc, c'est une ville où les populations qui ne sont pas partisanes des rebelles s'étaient toujours plaintes d'abord du fait que l'armée était là. Et malgré tout, l'armée laissait les rebelles faire la loi, imposer des taxes, imposer leur protection aux populations, etc. Donc la première chose, vous avez des populations qui, comme dans les autres villes, ont accueilli les forces armées centrafricaines comme des gens qui sont venus pour les libérer de l'emprise des rebelles. Mais est-ce que cela va suffire? Parce qu'il y a de plus en plus de l'espace qu'on libère. Est-ce que l'armée centrafricaine, les Russes et les Rwandais vont pouvoir occuper et sécuriser ces espaces? Mais surtout, est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à ces populations ce dont elles sont privées depuis fort longtemps? Parce que l'administration, par exemple, avait quitté cette zone depuis 2014. Vous avez là-bas des institutions qui ne fonctionnent pas véritablement. Il y a un épisode qu'on a montré une fois à la télé, dans un reportage, avec un chef de guerre qui vient à l'hôpital, qui trouve le médecin-chef, qui veut faire dire quelque chose au médecin-chef devant les journalistes étrangers. Le médecin-chef, en bon scientifique, refuse de le dire en disant la réalité de l'hôpital, alors que lui, il disait que l'hôpital, eux, ils sont venus, ils ont amélioré les choses. Le médecin a montré qu'il dit non, c'est un menteur. Pour dire que la cohabitation n'est pas du tout très bonne, ni avec les gens de la santé, encore moins avec les populations qui souvent sont victimes des exactions de ces groupes armés. L'armée est-elle en train de procéder à un ratissage de la ville pour voir si éventuellement il n'y a pas de
poche de rébellion quelque part? Oui, il y a un ratissage. Selon le témoignage des populations, les militaires sont en train de faire le tour au niveau de la ville, de passer un peu partout, mais les populations, elles, se sentent sécurisées par la présence de l'armée et des Russes. Et c'est les populations même qui témoignent que les rebelles sont partis, et c'est eux qui ont indiqué également la direction que les rebelles ont pris quand les tirs nourris ont commencé à l'entrée de la ville. Alors, comment s'explique de la part de l'armée également cette stratégie, laisser les rebelles partir sans chercher à les neutraliser? La question se pose, est-ce que ce qui intéresse l'État centrafricain aujourd'hui, c'est un calcul? C'est-à-dire, au moment des élections, les rebelles avaient 80% du territoire centrafricain. Aujourd'hui, sur les 80%, nous avons récupéré tel pourcent. C'est une communication de victoire en montrant la superficie qui a été reprise entre les mains des rebelles. Ou bien, est-ce que au niveau de l'État centrafricain également, il y a cette stratégie qui consiste à ne pas vouloir multiplier le combat sur plusieurs fronts et à préférer la stratégie des rebelles, c'est-à-dire les pousser à se regrouper pour faire une sorte d'assaut final appuyé par les Russes et par les Rwandais, parce que ça va coûter certainement moins en hommes, en bagarre, que de vouloir mener une guerre au niveau de chaque ville avec tout ce que ça va créer comme dégâts. Et avancer va être beaucoup plus difficile. Parce que c'est comme s'ils les laissent partir, puisque les populations ont bien dit qu'ils sont partis par la direction du nord. S'ils voulaient aller s'en prendre à ces groupes armés, ils savent très bien par où ils sont partis. Même dans d'autres villes, avant qu'ils n'entrent dans la ville, dans la presse centrafricaine, les gens ont commencé même à donner l'information que les rebelles sont en train de plier bagages, ils sont en train d'aller vers telle autre ville. Et à chaque fois, l'État centrafricain s'est contenté d'occuper la ville qui avait été occupée par les rebelles en attendant de s'apprêter à nouveau pour aller occuper une autre ville. Il n'y a pas eu de course-poursuite par rapport à ces bandes de rebelles qui se repliaient sur une autre zone qui était connue d'avance. Les villes qui ont été déjà reprises par les FACA, dans quelle situation se trouvent-elles aujourd'hui? En fait, c'est des villes particulièrement désorganisées. Et bien sûr, les forces armées centrafricaines ne peuvent pas réorganiser ces villes parce que c'est l'interrogation que les gens se posent dans cette stratégie. À force d'augmenter la superficie de territoire récupéré, s'il faut maintenant mettre des hommes pour assurer la sécurité de ces territoires, est-ce qu'il y en aura assez également pour aller vers l'assaut final dont on parle tant? Mais pour le moment, quand l'armée prend ces villes, il y a l'État qui essaye de revenir timidement, parce qu'il faut dire que l'État a quitté depuis fort longtemps dans une bonne partie de ces villes. C'est plutôt en relation avec les chefs de quartier, les chefs traditionnels, que l'État essaie d'organiser un tant soit peu d'administration pour recréer une vie normale dans une ville qui a été pendant longtemps occupée par les rebelles. Mais on n'est pas encore, voire même on est loin d'un retour à la vie normale, à part les activités privées, commerciales et autres, qui ne demandent pas l'intervention de l'État. À quel pourcentage d'occupation se retrouve l'État aujourd'hui? Ils n'ont pas encore chiffré et ce n'est pas encore facile à déterminer, puisque pour le moment, dans ces conquêtes, on se pose des questions sur les rebelles ont baissé les bras parce qu'ils ont vu la force des Russes, ils ont vu la force des Rwandais, ils ont vu également la nouvelle détermination de la MINUSCA. Puisque quand on voit le représentant de l'ONU, Mankeur Ndiaye, qui d'habitude disait qu'ils vont créer les conditions de la paix pour que les Centrafricains s'asseyent et discutent entre eux, y compris les groupes rebelles, de plus en plus, Mankeur parle de poursuite. Vous avez également ce discours, j'allais dire, très peu diplomatique de l'ambassadeur de la Russie en Centrafrique, qui s'adresse à Bozizé en lui disant clairement, il n'y a que deux alternatives. Soit il va se rendre, soit il va être neutralisé. Bon, de la part des diplomates, c'est quand même aller très loin, mais ça montre comment les gens sont actuellement dans une logique Nations Unies, même si on ne le dit pas clairement, les Russes, les FACA, d'aller vers un affrontement avec les groupes rebelles, bien que cet affrontement n'a pas encore eu lieu. Donc j'ai l'impression que pour le moment, c'est plus ça qui les préoccupe. On ne voit pas, le gouvernement n'a pas encore communiqué sur des pourcentages en termes d'espace qui ont été reconquis. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant et après on va recevoir l'invité de ce mardi.